J'étais récemment sur YouTube et l'algorithme de l'application m'a proposé une vidéo à regarder qui parlait de l'afrocentrisme. Et la vidéo en question a été mise en ligne par la chaîne Passé Sauvage. Et par curiosité, j'ai cliqué sur la vidéo en question pour voir. Et bizarrement, je me suis rendu compte à travers cette vidéo et à travers plusieurs autres que j'ai regardées ensuite, que beaucoup de gens à travers le monde ont une idée assez caricaturale de ce qu'ils appellent l'afrocentrisme. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ce sujet, essayer d'éclaircir un peu certains points que beaucoup de gens n'ont pas totalement compris, mais qu'ils prétendent connaître et dont ils parlent d'ailleurs dans leurs vidéos. Mais bien avant de continuer, je t'invite à liker la vidéo pour permettre et contribuer à son référencement. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lourak et comme tu le sais déjà, ici sur cette chaîne, nous parlons de culture africaine, de spiritualité africaine et de tout ce qui a trait au monde noir. Alors, si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous entrons dans le vif du sujet. Alors, je suis tombé sur une vidéo de la chaîne Passé Sauvage qui disait ceci. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois en face caméra pour aborder un sujet un peu sensible, l'afrocentrisme. Bip, 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 bip. Déjà, l'afrocentrisme n'existe pas. Ou du moins, ce n'est pas une notion qui a été vulgarisée par un penseur africain. L'afrocentrisme ou le mot afrocentrisme a été inventé par le prof ou la prof, je ne sais pas, Marie Lefkowitz, qui, dans son ouvrage, dans son livre Not Out of Africa, comment l'afrocentrisme est devenu une excuse pour enseigner des mythes en tant qu'histoire. C'est dans ce livre-là qu'elle parle de, voilà, de ce que le titre lui-même dit. Donc, elle qualifie en fait les idées des penseurs africains comme des mythes qui ont été inventés ou forgés de toutes pièces pour les raconter en tant que histoire d'un peuple qui en réalité n'a pas d'histoire. Donc le peuple africain n'a pas d'histoire. C'est à partir de là en fait qu'est né le mot afrocentrisme. Mais en soi, l'afrocentrisme en question n'a jamais été prôné par un penseur africain. En réalité, Molefi Asante et Ama Mazama n'ont jamais parlé d'afrocentrisme, mais plutôt d'afrocentricité. Il faut bien faire la nuance entre les deux termes, parce que quand on parle d'afrocentrisme, il s'agirait plutôt d'une doctrine, voilà, d'une doctrine dogmatique. Alors que quand on parle d'afrocentricité, on parle plutôt d'un état, plutôt que d'une doctrine. C'est un peu comme quand on parle de la sainteté pour désigner l'état d'une personne sainte. On ne devrait pas parler de saintisme, par exemple, pour parler d'une doctrine qui regrouperait toutes les personnes saintes, mais plutôt de sainteté, parce que ces personnes sont dans un état, justement, de sainteté. Donc, de la même manière, on ne devrait pas parler d'afrocentrisme pour désigner une doctrine ou des idées qui regroupent toutes les personnes qui se revendiquent de leur africanité, mais plutôt d'afrocentricité parce que ça désigne un état, l'état des personnes conscientes de leur africanité et de leurs origines. Voilà ce que Molefi et Ama Mazama ont vulgarisé. C'est cette notion d'africanité, cette notion d'afrocentricité et non pas d'afrocentrisme. On va essayer de réfléchir via ce sujet en fait aux conséquences de la colonisation sur la manière de faire l'histoire de l'Afrique et en particulier chez les descendants d'esclaves aux États-Unis. Bon, dans cette partie, elle explique comment l'Europe a, par des erreurs de jugement, considéré que le degré le plus abouti de la civilisation était le modèle de développement occidental, ce qui aurait abouti à la justification de l'esclavage et de la colonisation, et que c'est à cause de cela que, selon elle, est apparu le sentiment et la volonté de réappropriation de la culture africaine chez les ex-colonisés et les descendants d'esclaves. C'est donc sur le papier une entreprise salutaire, un effort pour rétablir un équilibre un peu plus juste. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais voyons ce qui va suivre. Le plus connu de ces théoriciens est sans nul doute le Sénégalais Cheikh Anta Diop, qui a véritablement initié ce renversement. Cet intellectuel engagé dans la lutte pour la décolonisation a donné son nom à l'université de Dakar et s'est fait connaître notamment par son ouvrage Nation, nègre et culture. C'est dans cet ouvrage, qui date de 1954,
qu'il est le premier à revendiquer une origine entièrement nègre, je le cite, de la culture égyptienne antique et à faire des cultures d'Afrique noire les héritières naturelles de ce passé glorieux. Cet ouvrage et ceux qui l'ont suivi comme Antériorité des civilisations nègres, mythes ou réalité historique sont à l'origine d'une théorie diffusionniste qui a fait long feu. Je m'explique. Le diffusionnisme est une théorie très simple. La diffusion, c'est le fait que les cultures piochent des techniques et traditions chez leurs voisines pour les adopter. Cheikh Anta Diop est le premier à avoir initié ce renversement et il serait aussi le premier à avoir parlé dans son ouvrage de ce concept selon lequel les Égyptiens seraient entièrement nègres. Je ne pense pas, parce que bien avant Cheikh Anta Diop, bien avant l'émergence de l'afrocentrisme comme elle l'appelle, bien avant toutes ces idées-là, bien avant Marie Lefkowitz, il y avait des gens, africains ou non, d'ailleurs la plupart n'étaient même pas des Africains, qui ont parlé des Égyptiens comme étant des nègres authentiques, bien avant Cheikh Anta Diop. Bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne, et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, hein, que vous pouvez trouver sur Internet, là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique, tout à fait original. Enfin, pour finir, ça c'est une image peinte du Sphinx à l'époque de Napoléon, par quelqu'un qui s'appelle Vivant Denon, et donc qui est assez caractéristique, comme vous pouvez le voir, de la race négroïde des Égyptiens. Donc ça, c'était publié à l'époque, et lui-même disait, je vous cite, « Je n'eus que le temps d'observer le Sphinx, qui mérite d'être dessiné avec le soin le plus scrupuleux, et qui ne l'a jamais été de cette manière. Quoique ses proportions soient colossales, les contours qui en sont conservés sont aussi souples que purs. L'expression de la tête est douce, gracieuse et tranquille. Le caractère en est africain, mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable. C'est de la chair et de la vie. Quant au caractère de leur figure humaine, n'empruntant rien des autres nations, ils ont copié leur propre nature, qui était plus gracieuse que belle. En tout, le caractère africain, dont le nègre à la charge est peut-être le principe. » Donc ça, le Sphinx, je vous rappelle, c'est en même temps que les pyramides, hein, c'est 2600 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs jusque la basilique Saint-Pierre de Rome, je crois que c'est plus grand que la basilique Saint-Pierre de Rome encore aujourd'hui, et c'est encore aujourd'hui la plus grande sculpture réalisée sur un seul bloc, 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est encore une prouesse scientifique qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui. Hein. Donc voilà, et pour finir, puisque le temps presse, ça c'est un proche également de Napoléon, donc qui a été avec lui dans les voyages en Égypte, et qui fait cette citation sur laquelle je terminerai, pour vous laisser réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Donc il parle justement des Égyptiens. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractéristique du nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres. Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Imaginez enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de celle des hommes blancs. Vous voyez vous-même que, bien avant Diop, il y avait des chercheurs européens, des chercheurs de tout horizon, qui ont parlé des anciens Égyptiens comme étant des nègres et les inventeurs de la civilisation, qui sont les civilisateurs de l'humanité. Alors, eux aussi, c'était des conspirationnistes, des afrocentristes, des complotistes. Eux, c'était qui? À cette époque, Cheikh Anta Diop n'était même pas encore né. Mais à en croire Cheikh Anta Diop et d'autres auteurs afrocentristes, l'Égypte antique serait non seulement une civilisation authentiquement noire,
mais aussi le seul vrai berceau de la civilisation antique, l'origine de toutes les diffusions culturelles. L'Égypte antique était une civilisation entièrement nègre. Non, c'est faux. Aucun penseur africain ou afrocentriste, comme elle les appelle, n'a jamais dit ou prôné l'idée selon laquelle tous les Égyptiens, du roi jusqu'au plus bas des paysans, étaient tous entièrement nègres. Non. L'Égypte, à cette époque, était la première puissance mondiale. Et comme nous le savons, une puissance mondiale attire toujours des gens de tout horizon. Et quand ils viennent dans ce pays, ils viennent s'installer, ils viennent faire des enfants. Et c'est normal que la population soit totalement diverse. Comme aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Latinos, il y a des Européens, il y a toutes sortes, il y a des Chinois, des Asiatiques, il y a toutes sortes de populations là-bas aux États-Unis. C'était la même chose en Égypte. Il n'y avait pas que des Blancs. Mais ce que les penseurs africains comme Cheikh Anta Diop notamment prônent, c'est que les initiateurs de cette civilisation, les inventeurs de cette civilisation étaient des Noirs authentiques venus du sud du continent, qui se sont installés en Égypte et qui ont fondé la civilisation égyptienne, telle qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui ont inventé les États-Unis? Ce ne sont pas les Amérindiens, les autochtones, non. Ce sont les Européens qui ont quitté l'Europe, l'Angleterre en particulier, qui se sont installés aux États-Unis, qui ont fondé cette civilisation des États-Unis, la civilisation sur les bases de la civilisation occidentale. Ce sont les Blancs européens qui ont fondé les États-Unis. Et les autochtones américains sont en train de subir cette invasion, entre guillemets, bon, même pas entre guillemets, c'était vraiment une invasion. Ils sont en train de subir, en fait, cette nouvelle civilisation sur leur propre territoire. Leur civilisation à eux, les Amérindiens, a été complètement rasée et une nouvelle civilisation a été inventée par des Blancs qui sont venus d'Europe. De la même manière, les Africains qui venaient du sud, c'est-à-dire de la région des Grands Lacs et de la Nubie, sont arrivés en Égypte avec Narmer, le premier pharaon, qui ont inventé cette civilisation égyptienne qui a duré plus de 3000 ans d'histoire. Voilà les vrais inventeurs de la civilisation égyptienne. Mais ça ne veut pas dire qu'en Égypte, il n'y avait que des Noirs. Il n'y avait que des négros africains. Non, il y avait des gens de tout horizon. Mais les inventeurs de la civilisation égyptienne, c'était des négros africains. Voilà ce qu'on dit. On ne dit pas que tous les Égyptiens étaient noirs, non. Mais les inventeurs, notamment les grands rois comme les Ramsès, comme les Sésostris, comme tous ces grands rois-là, les Toutankhamon, tout ça, c'était des noirs, des nègres, comme leur statut d'ailleurs le montre. Il y a le pharaon Ouni, il y a le pharaon Mentuhotep, il y a tous ces gens-là qui, même quand on regarde juste leur faciès, les faciès de leur statut, on voit clairement que ce sont des nègres. De la même manière que quand on voit les portraits de George Washington, je sais pas, de tous ces grands présidents américains, surtout les premiers présidents américains, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, quand on regarde leur faciès, leur peinture, à cette époque, parce qu'il n'y avait pas la photographie à l'époque, quand on regarde leur face, ils ne ressemblent pas à des Amérindiens, non. Ils ressemblent à des Européens, à des Blancs. De la même manière, quand on regarde les faciès des premiers pharaons, on remarque que ce sont des Noirs africains. Malheureusement, pour Diop, cette théorie est très fragile. Cette théorie est fragile. Bon, voyons voir ça. Alors l'objectif de cette vidéo n'est pas de démolir une théorie vieille de 70 ans qui n'a presque plus aucun écho dans les universités. Mais il faut tout de même dire deux mots des arguments avancés par Diop. Premièrement, il est impossible de prouver que l'Égypte antique ait été peuplée uniquement de populations noires, avant la conquête par les Romains, puis par les Arabes. Nous venons de voir que non, c'est faux. Tous les Égyptiens n'étaient pas noirs. Il y a bien la mention par l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ des Égyptiens, avec le mot grec « méla », qui peut être traduit par « foncé » et qui a donné « mélanine », mais c'est assez faible pour bâtir toute une théorie. Ah, elle ne cite que Hérodote. Que Hérodote. Bon, quand on prend un seul témoignage isolé, c'est facile de le balayer. Mais elle oublie, ou je ne sais pas si elle ignore, ou si elle fait exprès de ne pas le mentionner. Il n'y a pas qu'Hérodote dans ce seul petit passage qui a parlé des Égyptiens en tant que personnes de couleur ou de peau noire. Il y a évidemment Hérodote qui, dans un passage, disait que
Manifestement, en effet, les Colchidiens sont de race égyptienne, mais les Égyptiens me dirent qu'à leur avis, les Colchidiens descendaient des soldats de Sésostris. Je l'avais conjecturé par moi-même d'après deux indices. D'abord parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Ensuite, et avec plus d'autorité, pour la raison que seuls parmi les hommes, les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens pratiquent la circoncision depuis l'origine. Et toujours Hérodote disait « Et lorsqu'ils ajoutent que cette colombe était noire, ils nous donnent à entendre que cette femme était égyptienne. » Bon, le mot noir, là, on va aussi parler de mélasse, qui n'est pas un argument vraiment de taille. Mais toujours Hérodote encore disait que, suite à différents événements en Égypte, la chaleur y rend les hommes noirs. Nous savons tous aujourd'hui que c'est la chaleur du soleil qui rend les Africains noirs de peau. Et Aristote, un autre auteur grec, disait « Ceux qui sont noirs sont couards. Ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. » Aux Égyptiens et aux Éthiopiens. En fait, le mot éthiopien ici ne désigne pas les habitants de l'Éthiopie actuelle. Le mot éthiopien à cette époque désignait en fait tous les habitants de l'Afrique au sud de l'Égypte, donc l'intérieur du continent africain. Et donc il s'agissait des Nubiens, des Soudanais, des gens de l'Afrique des Grands Lacs, bref, tout l'intérieur de l'Afrique là. C'est ça que les Grecs désignaient comme Éthiopie ou Éthiopiens. Donc quand il dit que ceux qui sont noirs sont couards et que cela s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens, ça veut dire que Aristote dit clairement que les Éthiopiens sont de même race que les Égyptiens. Échille, un philosophe grec, en observant les Égyptiens qui naviguaient sur la mer, les décrivait ainsi. « Je distingue l'équipage avec ses membres noirs sortant des tuniques blanches. » Lorsqu'on a des membres noirs qui sortent d'une tunique blanche comme ça là, un membre noir qui sort d'un t-shirt blanc, eh ben, on voit clairement que c'est une peau noire qui sort d'un t-shirt blanc, c'est clair, non? Eh bien, moi je pense que tous ces témoignages sont juste révélateurs. Eh bien, il n'y a pas autant d'auteurs qui auraient pu faire allusion aux Égyptiens comme étant des personnes à peau noire, si ces personnes-là, si en tout cas une majorité de la population n'était pas noire. Parce que comme je l'ai vu, évidemment, tous les Égyptiens n'étaient pas noirs. Mais le type générique de la race égyptienne, c'était ces gens-là. Comme aujourd'hui, évidemment, le type générique de la race américaine des États-Unis, ce sont des blancs. Eh bien, pareil, à l'époque, en Égypte, le type générique de la race égyptienne, c'était des négros africains. Enfin, les études génétiques sur les momies réalisées grâce au progrès de ces dernières années pour prélever le génome endommagé tentent à montrer que les populations égyptiennes étaient bien plus proches du Moyen-Orient que de l'Afrique subsaharienne. À prendre avec prudence, cela ne concerne que quelques centaines de personnes des classes supérieures de la société. Mais c'est un indice important. Bon, il est donc pour l'instant possible ni de prouver que les Égyptiens étaient noirs, comme l'affirme Diop, ni de dire qu'ils ne l'étaient pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas clair. Je sais pas si ça a passé, ça. Est-ce qu'on n'est pas sur du mauvais goût? Eh bien, ce n'est pas clair tout simplement parce qu'on n'a pas envie de se clarifier les idées dans l'esprit. Cette histoire de centaines de momies qui ont été examinées et tout, je crois que cette histoire est déjà close. On a prélevé des momies, une centaine qu'on a examinées. On a examiné, je ne sais pas, 2 ou 3 seulement, même pas toutes les 100. On a examiné peut-être que 2 ou 3. Et parce que leur ADN correspondait à celle des personnes du Moyen-Orient, donc qui constituent la population actuelle de l'Égypte, on déduit que voilà, c'était les Égyptiens de l'époque étaient les mêmes Égyptiens d'aujourd'hui. Mais déjà, il y a des indices en tout cas qui montrent clairement que ces Égyptiens d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes Égyptiens de l'époque. Tout simplement d'abord en voyant leur nom. Aujourd'hui, les Égyptiens de cette époque-ci s'appellent, je ne sais pas, Moubarak, Malik, Ahmed, ce genre de trucs. Alors que les Égyptiens de l'époque s'appelaient Mentuhotep. Bref, des noms qui n'ont rien à voir avec l'Égypte d'aujourd'hui. Et puis, concernant cette histoire de momies qu'on a testée, on nous parle d'une centaine de momies très tardives dans l'histoire qui datent d'une époque vraiment très récente, alors qu'il y a des momies très anciennes de l'époque des premiers pharaons qui ont été testées par le laboratoire DNA Tribes, mais ces résultats-là, on n'en a jamais ou presque entendu parler dans les médias.
C'est toujours cette histoire de centaines de momies qui a été examinée, mais on ne parle jamais de certaines autres analyses qui ont été effectuées par des laboratoires sérieux, en tout cas, et qui ne sont pas du tout africains, qui sont tombés sur des résultats totalement différents. Toujours concernant l'ADN, cette fois, on va s'arrêter sur l'étude la plus récente qui confirme sans aucun équivoque l'africanité des habitants de Kemet. Alors en 2012, le laboratoire DNA Tribes a analysé l'ADN de 3 momies très connues de nous tous. Amenhotep III qui a mené le royaume de Kemet à son apogée, c'est-à-dire dans sa pleine puissance, dans sa pleine richesse, son fils Akhenaton et son petit-fils Toutankhamon. L'ADN a pu confirmer qu'effectivement l'un était le père de l'autre, l'un était le fils de l'autre, mais surtout on a retrouvé des marqueurs génétiques qui ne sont présents que dans les populations africaines du sud du Sahara. D'autre part, la façon dont ces tests sont procédés, c'est qu'on prend l'ADN de la momie et on la compare à des échantillons d'ADN de plusieurs populations différentes. Et on va regarder ensemble les résultats de la compatibilité pour chacune de ces 3 momies. Attention, écoutez bien, prenez vos calepins et notez. Amenhotep, le roi le plus riche et le plus puissant de l'histoire de Kemet, l'indice de compatibilité avec des Africains est de 222. L'indice de compatibilité de son ADN avec des Européens est de 3,9 et l'indice de compatibilité avec des Arabes est de 5,5. Je récapitule. 222 contre 3,9 ou 5,5. Clairement, il n'y a pas de doute possible. La compatibilité de l'ADN du roi Amenhotep III se rapproche des populations africaines. Mais attendez, avant qu'on passe à la momie numéro 2, on a l'ADN qui prouve que la compatibilité est beaucoup plus supérieure avec les Africains qu'avec d'autres peuples. Mais voyons comment à l'époque du royaume de Kemet, le roi Amenhotep III était représenté. Mais c'est quoi cette peinture? La peinture a patiné aussi parce que sa peau est foncée. Il a même un afro. C'est quoi? C'est l'humidité qui a fait ses cheveux gonfler sur la peinture? On continue plus sérieusement avec la momie numéro 2 qui est celle de son fils Akhenaton. Indice de compatibilité avec les Africains pour Akhenaton 381. Indice de compatibilité avec les Européens 10,4, indice de compatibilité avec les Arabes 2,8. Voilà. Et enfin, la 3e momie, le petit-fils d'Amenhotep, le fils d'Akhenaton. Il s'agit de Toutankhamon que vous devez très bien connaître. J'espère que vous avez toujours votre petit calepin pour noter. Indice de compatibilité avec les Africains concernant Toutankhamon, 1328. Indice de compatibilité avec les Européens, 5,9. Indice de compatibilité avec les Arabes, 10,9. Une autre analyse ADN très importante a eu lieu en 2012, passée sous silence également. C'est celle de Zahi Hawass, analyse qu'il a menée sur la momie de Ramsès III. Alors déjà, je vais vous donner l'indice de compatibilité. Avec les Africains, c'est 335. Avec les Européens, c'est 1,4. Et avec les Arabes, c'est 5,1. Mais ensuite, Zahi Hawass a trouvé le gène E181A qui est typiquement africain. Il n'existe que chez les Africains ce gène. Donc, une fois qu'on a trouvé ce gène dans la momie de Ramsès III, on sait que nécessairement, il n'y a même plus histoire de pourcentage de compatibilité, il est africain, point barre. Est-ce que toutes ces études sont relayées massivement dans les médias traditionnels? Pas du tout! Alors, pourquoi ces résultats-là? Pourquoi ces résultats ne sont jamais exposés au musée du Caire, par exemple, ou dans les musées occidentaux? Pourquoi on n'expose jamais ce genre de résultats là-bas? Deuxième affirmation de Diop ensuite.
L'Égypte serait le berceau de la civilisation mondiale. Il est vrai que les Égyptiens de l'Antiquité ont formé le premier grand État centralisé et bâti des trucs pointus culminant à 140 mètres de haut. Mais si on veut chipoter, voilà. On sait aujourd'hui que les premières agglomérations, l'écriture et les premières traces d'un pouvoir administratif viennent toutes de la région du Croissant fertile, quelques centaines de kilomètres plus au nord-est, et pas d'Égypte. L'origine de la civilisation serait au niveau de la région qu'on appelle le Croissant fertile, c'est-à-dire le Sumer en fait, la Mésopotamie et tout ça, c'est-à-dire au Moyen-Orient, un peu plus en Asie plutôt qu'en Afrique. Cette histoire est un peu trop complexe que ça ne saura pas tenir en tout cas dans cette vidéo. Il faudra une vidéo complètement détaillée et entière à propos de ce sujet. Mais on peut quand même évoquer quelques sujets ici dans cette vidéo. Alexandre Morey, je ne sais pas si je prononce bien son nom, dans son livre « Des clans aux empires », à la page 140, disait « À Sumer, il n'y a aucune trace de l'homme antérieurement à 4000 avant Jésus-Christ. À cette date, les Égyptiens entraient presque dans la période historique de la civilisation. » Alexandre Morey, c'est aussi un afrocentriste, un complotiste, un conspirationniste. En tout cas, comme je l'ai dit, le sujet il est vaste et on ne saura pas tout détailler dans ces quelques minutes de vidéo, mais il y a plusieurs études qui montrent que à l'époque où la civilisation égyptienne s'épanouissait, les Sumériens n'existaient pas encore. Les Sumériens, l'écriture sumérienne est venue après les premiers hiéroglyphes. L'écriture, je sais pas, l'émergence de la civilisation sumérienne, babylonienne, bref, du croissant fertile comme on l'appelle, est venue bien après la civilisation égypto-nubienne. Évidemment, comme je l'ai dit, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et les initiateurs en question de ces idées-là ne sont pas des afrocentristes, ne sont pas des Noirs, ne sont pas des Africains, ne sont pas des Panafricains. Mais ce sont des gens qui, bien avant Cheikh Anta Diop ou après Cheikh Anta Diop, mais qui ne se sont pas inspirés des idées de Cheikh Anta Diop, qui ont parlé de ces sujets-là. Est-ce que eux aussi on va les traiter d'afrocentristes ou de conspirationnistes ou de complotistes? C'est l'Afrique et non plus l'Europe qui constitue le sommet de la civilisation humaine, mais le raisonnement est le même. On juge les peuples, voire les races, selon leur degré de civilisation et l'antériorité de leur prouesse technique. L'afrocentricité n'enseigne pas ou ne prône pas l'idée selon laquelle l'Afrique serait le summum de la civilisation humaine ou serait le summum d'un quelconque développement humain. Elle apprend simplement aux Africains de désapprendre tout ce qui leur a été inculqué pendant la colonisation pour réapprendre leur véritable identité et se défaire du complexe d'infériorité dont sont victimes énormément d'Africains aujourd'hui. Tout le problème est dans l'interprétation. L'Europe a appris au monde qu'ils étaient les maîtres du monde. L'afrocentricité apprend au monde que tous les êtres humains se valent. Personne n'est au-dessus de personne. Voilà toute la différence. Mais si dans cette démarche, on découvre par exemple que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que tous les êtres humains de la Terre descendent des Africains, est-ce pour autant que cela signifie que les Africains se revendiquent supérieurs? Bien sûr que non. Une mère n'est pas supérieure à son enfant tout simplement parce qu'elle lui a donné la vie. La mère et l'enfant se valent parce qu'ils sont tous des êtres humains. Seulement, l'enfant doit du respect à sa mère parce que la mère a donné la vie à l'enfant. Mais tous, mère comme enfant, sont tous des êtres humains. L'enfant peut apprendre de la mère, tout comme la mère peut apprendre de l'enfant. Personne n'est au-dessus de personne, mais seulement chacun doit se mettre à sa place. Chacun doit reconnaître qui il est. Chacun doit savoir d'où il vient et comment est-ce que les choses se sont déroulées dans l'histoire. Je répète, l'afrocentricité n'a jamais prôné l'idée selon laquelle les Africains sont supérieurs à qui que ce soit. Les théories de Diop et de ses successeurs ne sont donc pas tant à retenir du point de vue de la recherche scientifique, mais davantage pour leurs conséquences dans les sociétés. Et je voudrais parler maintenant de l'apport de ces théories afrocentristes dans les luttes pour l'égalité raciale. Et c'est tout ce qu'elle avance pour dire que les théories de Diop sont fragiles. Bon, je m'attendais à plus fort quand même. Hein. Bon, à partir d'ici, elle dit que les raisons pour lesquelles les afrocentristes, entre guillemets,
ont été tellement réceptifs aux théories de Diop, c'est parce que les Noirs aux États-Unis vivaient le racisme et la ségrégation raciale. Alors les populations noires, en quête d'une idéologie qui les mettrait en valeur, se sont intéressées à ces théories de Diop pour revendiquer leurs droits en tant qu'êtres humains. Et moi, j'ai envie de dire que c'est juste normal. Ce n'est pas pour cette raison qu'on va dire que ces théories sont farfelues. Ça équivaut à dire qu'une personne, par exemple, qui est refusée à un poste parce qu'on doute de ses compétences, n'aurait pas le droit de brandir un riche CV en disant « Écoutez, j'ai fait tel travail auparavant, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable de faire ce travail-ci. » Puisque les Noirs étaient considérés comme des moins que rien, il était important de souligner que, écoutez, nos ancêtres étaient des gens qui ont construit des choses immenses. Par conséquent, notre peuple n'est pas à considérer comme un sous-peuple ou des sous-hommes. Les théories de Diop, comme elle les appelle, étaient un peu comme ce CV que les peuples noirs brandissaient en disant « Écoutez, on a été capable de faire ça. Pourquoi nous considérez-vous comme étant des sous-hommes aujourd'hui ?» D'autres chercheurs, qu'on peut regrouper sous l'appellation de mélanistes, soutiennent eux des thèses ouvertement racistes. La mélanine, la substance responsable de la pigmentation de la peau, est selon eux la substance à l'origine de la civilisation. Ils opèrent donc un retournement extrême du stigmate historique contre les Noirs et affirment que la race blanche est naturellement inférieure. Une vision radicale. Évidemment, les dérives ne manquent jamais dans de tels cas. Dans toutes les idéologies, il y a toujours des dérives. Moi aussi et toutes les personnes qui ont réellement compris la démarche et la pensée afrocentrique n'oseraient jamais faire de telles affirmations odieuses. Aucun homme dans le monde n'est supérieur à aucun autre. Là, c'est viré à l'extrême. L'afrocentricité a simplement pour but de tuer ce complexe d'infériorité, comme je le disais, qui a été légué par le colonialisme dans les têtes des Africains. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, voire dans la diaspora, et partout même dans le monde où se trouvent les Noirs, ils pensent toujours que leur salut viendra de l'Occident, ou plus radicalement de chez l'homme blanc. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, quand on voit quelque chose qui fonctionne bien, quand on voit quelque chose, un appareil ou n'importe quoi, les Noirs, les Africains, ici à Lubumbashi, en tout cas là, dans la ville où je vis, ils ont toujours tendance à dire « Ah, Muzungu, l'homme blanc, il est tellement ingénieux, il est tellement merveilleux, il fait des choses... » Alors que, en réalité, toutes ces choses n'ont pas été inventées que par des Blancs. Il y a des choses qui ont été inventées en Asie, en Chine, partout dans le monde, et même en Afrique aussi par des Africains. Mais les Noirs, en fait, ne connaissent pas ça, ne savent pas que ce n'est pas que l'homme blanc qui est au centre du monde. Ce n'est pas que l'homme blanc qui a inventé les choses qui émerveillent le monde aujourd'hui. Mais en fait, le complexe d'infériorité et voilà, tous les clichés qu'on a mis dans la tête de l'homme noir font en sorte qu'il a ce complexe d'infériorité en lui qui l'empêche de s'émanciper, en fait. Et l'afrocentricité vient pour enlever ce complexe d'infériorité dans les esprits des hommes noirs, en tout cas dans les esprits de ces personnes complexées, pour leur apprendre, en fait, pour les aider à désapprendre certains mensonges, certains clichés, et les aider à réapprendre la vérité et la réalité sur le monde qui les entoure. Les études afrocentristes ont créé le débat à l'université, mais se sont petit à petit effacées. Plus qu'une contre-tradition scientifique adoptant des théories excentriques, l'afrocentrisme est plutôt aujourd'hui un mouvement très diversifié. En fonction des lieux, des individus et des enjeux, on voit apparaître de nombreuses visions des choses, parfois antagonistes. Ce qui subsiste n'est pas un mouvement structuré, mais plutôt un ensemble de pratiques, souvent mouvantes, et qui sont des leviers d'action pour la lutte ou simplement pour se forger une identité. À l'entendre parler dans cette partie de la vidéo, je comprends qu'elle fait allusion aux idées afrocentrisme comme des théories sectaires auxquelles on adhère pour donner un sens à son existence, ou tout simplement, comme elle-même le dit, pour se forger une identité. Donc on adhérerait à l'afrocentrisme comme quand on entre dans une secte en fait. L'afrocentrisme serait donc une secte dont le gourou est Cheikh Anta Diop. Si, c'est ce qu'elle dit, seulement qu'elle le dit de manière un peu plus polie. Mais en fait, ce qu'on doit rappeler, c'est que, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, il y a eu des années avant la naissance de Cheikh Anta Diop, plusieurs scientifiques et chercheurs européens qui ont donné raison à Diop avant même que ses parents ne le conçoivent. Et lorsque Diop est arrivé, il n'a fait que révéler au grand jour tout ce qui avait déjà été dit, et avec des preuves à l'appui.
Et toutes ces preuves ont été analysées sérieusement lors du colloque du Caire en 1974 et l'UNESCO lui a donné raison. Et puis on va parler de théories sectaires. Si vraiment c'était des théories sectaires, est-ce que l'UNESCO lui aurait donné raison à ce colloque? Et en parlant du colloque du Caire en question, il y a certaines personnes qui disent que ouais, le colloque du Caire, bah, c'est un événement qui s'est passé il y a très longtemps de cela, c'était en 1900, je sais pas combien, et donc ce sont des théories qui ont été revérifiées, qui ont été revues et qui ne valent plus vraiment grand-chose aujourd'hui. En tout cas, dire cela, c'est un peu comme dire que Copernic a prouvé l'héliocentrisme. Bah, c'était en quelle année déjà? Ah bon, bah, c'est quand même très ancien ça. Bon, quand même, aujourd'hui, il y a des théories qui ont été revues et qui, voilà, ça ne vaut plus la peine de les citer parce que c'est quand même très ancien. Il y a, bah, bon, quand même, bah, faut tourner la page, faut plus voir ça. Et pourtant, bon, est-ce que c'est pour autant que l'héliocentrisme n'est pas une réalité? Pourtant, si. Et pourquoi est-ce que, s'il n'y a pas une théorie plus scientifique que celle de Diop qui a été avancée après cette année-là, après ce colloque-là, après la tenue de ce colloque, pourquoi dire que c'est une ancienne théorie, qu'il faudrait la revérifier, qu'il faudrait la balayer parce que c'est une ancienne théorie? Pourquoi? Pour conclure, on peut simplement rappeler que l'Afrique est un immense continent et qu'il faut s'intéresser aux histoires africaines plus qu'à l'histoire africaine au singulier, comme s'il existait une forme d'unité intrinsèque. Il ne faudrait pas parler de l'histoire de l'Afrique, mais plutôt des histoires de l'Afrique, parce que l'Afrique serait un énorme continent avec plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs cultures. Mais pourquoi ne devrait-on pas parler aussi des histoires de la France? Parce que, évidemment, la France aussi est composée de plusieurs groupes ethniques, est composée de plusieurs... Voilà. Et même supposons qu'on soit dans un tout petit royaume ou dans un tout petit clan, ou dans une toute petite ethnie où ils ont vraiment un socle commun à tous. Mais là-bas aussi, dans ce petit socle-là, on devrait aussi parler des histoires de cette ethnie parce que cette ethnie est composée de plusieurs familles et chaque famille a sa propre histoire. Et même dans une de ces familles, on devrait aussi parler des histoires de cette famille parce que cette famille est composée de plusieurs membres et que chaque membre de la famille a son histoire particulière. Donc, ce serait complètement illogique de parler des histoires de l'Afrique parce que soi-disant l'Afrique serait un énorme continent avec plusieurs peuples. Eh bien, on peut toujours trouver ce qui unit tous ces peuples-là pour former une histoire commune à tous ces peuples. Justement, comme on parle de l'histoire de la Terre. La Terre est composée de plusieurs éléments, de plusieurs espèces, de plusieurs... Voilà, mais quand même on retrouve des livres, des articles et tout qui parlent de l'histoire de la Terre. Pourquoi ne devrait-on pas parler des histoires de la Terre? Parce que la Terre, quand même, c'est... La Terre contient même l'Afrique. L'Afrique est contenue dans la Terre avec l'Europe, l'Asie et tout. Mais quand même, il y a plusieurs livres, plusieurs auteurs qui ont parlé de l'histoire de la Terre en général. Alors, si on peut parler de l'histoire de la Terre et même de l'histoire de l'univers, pourquoi ne devrait-on pas parler de l'histoire de l'Afrique? On peut tout simplement trouver le socle qui unit toutes les populations de l'Afrique pour parler de l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, l'UNESCO même, qui, je pense, est la plus haute institution qui s'occupe de l'éducation et voilà, de tout ça là, de l'instruction de la science, cette institution-là a vu la nécessité de parler de l'histoire générale de l'Afrique. Voilà pourquoi elle a réuni des historiens, des gens de tout horizon pour parler de l'histoire générale de l'Afrique et de faire une compilation de plusieurs volumes de cette histoire générale de l'Afrique en question. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des libres penseurs devraient dire qu'on ne peut pas parler de l'histoire de l'Afrique au singulier parce que, soi-disant, l'Afrique serait un énorme continent avec plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs cultures? Il y a pour ça des ouvrages qui donnent bien plus de pistes et que je vous ai listés en barre d'infos. Elle dit qu'elle met en référence des ouvrages pour se renseigner sur l'afrocentrisme, et je suppose qu'elle-même aussi s'est renseignée à propos de l'afrocentrisme l'afrocentrisme, hein, entre guillemets, dans ces livres-là, dans ces ouvrages-là. Mais en fait, en vérifiant, on se rend compte que ces ouvrages ne sont même pas des ouvrages écrits par des penseurs africains. Ça me rappelle en fait cette vidéo-là de Nota Bene qui parlait, la vidéo est intitulée « Pourquoi l'histoire de l'Afrique est peu connue ou mal connue ?» je ne sais pas trop. Et
Quand j'ai cliqué sur cette vidéo, que je l'ai regardée, j'ai remarqué qu'il a invité quelqu'un pour parler de l'histoire de l'Afrique. Ce quelqu'un se fait appeler spécialiste de l'histoire africaine, alors que ce n'est même pas un Africain. Je me demande, est-ce que s'il voulait parler de l'histoire de l'Europe dans sa vidéo, est-ce qu'il aurait appelé un spécialiste asiatique pour parler de l'histoire de l'Europe? Ou d'un spécialiste, je sais pas, africain ou peu importe. Il aurait certainement appelé un Européen pour parler de l'histoire de l'Europe. Mais pourquoi pour parler de l'histoire de l'Afrique, il appelle un Européen soi-disant spécialiste de l'histoire africaine? Et pourtant, ce ne sont pas des penseurs africains ou des auteurs africains qui manquaient à ce moment-là. Il y avait par exemple le célèbre Nusere Kalala Omotunde, paix à son âme. Il y a plusieurs, en tout cas plusieurs auteurs, plusieurs penseurs, plusieurs spécialistes, plusieurs historiens africains qui, à cette époque-là, au moment où ils tournaient la vidéo, qui étaient disponibles, qui étaient présents, qui pouvaient répondre présents à cette interview. Mais pourquoi il ne les a pas appelés? Il appelle un auteur, un soi-disant spécialiste européen pour parler de l'Afrique. Alors qu'il y a des Africains, des historiens africains disposés à parler de l'Afrique sur son canal, sur son réseau, sur sa chaîne. Mais pourquoi il ne les a pas appelés? C'est un peu le même cas, hein? Donc, elle nous met des références qui nous parlent d'afrocentrisme, mais ces soi-disant références n'ont même pas été écrites par des penseurs africains, par des historiens africains, par des personnes afrocentriques. Donc, en conclusion, les personnes qui parlent d'afrocentrisme, de cette idée d'afrocentrisme, ne sont pas vraiment des personnes suffisamment renseignées sur le sujet. Ce sont des personnes qui ont des idées un peu caricaturales de ce que c'est que l'afrocentricité et le besoin de réappropriation des cultures et des valeurs africaines par les peuples africains. Ce sont des personnes qui ont lu des ouvrages, comme on vient de le voir, qui ont lu des ouvrages ou qui se sont renseignées chez des personnes qui ne sont pas en accord avec les idées des penseurs africains. Et par conséquent, leur interprétation de la chose va être biaisée par les personnes qu'ils ont lues. Parce que en lisant une personne, au lieu de s'informer à propos d'une théorie chez le théoricien, toi tu t'informes chez celui qui contredit ou qui contre-argumente le théoricien. Quelle idée est-ce que tu auras de cette théorie ou de cette idéologie? C'est clair que, évidemment, l'idée que tu auras de cette théorie sera totalement caricaturale et totalement farfelue. Parce que nous avons vécu en Afrique, je suis née en Afrique, et nous avons trop vu la différence de milieu entre un noir et un blanc, parce que les blancs ont encore assez bien à apprendre aux noirs, tandis qu'à mon avis, nous n'avons plus rien à apprendre des noirs. Du fait que la seule chose que nous pourrions apprendre à connaître, enfin, ce sont leurs coutumes, ce sont leur passé, c'est leur passé, ce sont leur genre de vie, et qui ne sont pas, à mon avis, très intéressants. Là, je crois que je peux intervenir. Et je m'excuse, mademoiselle, mais comment avez-vous vécu au Congo? Est-ce que vous êtes jamais donné la peine de connaître les Noirs au Congo? C'est un autre problème. Or, vous ne l'avez jamais fait. Ça, je... Il faut absolument essayer de... Si vous nous demandez une interview, il ne faut pas nous demander des histoires superficielles. Nous voulons dire ce que nous pensons. C'est évident que les Blancs vivent en Afrique, ils ne se sont jamais donné la peine de connaître les Noirs. Ils savent pas ce que c'est qu'un Noir. Ils ont jugé sur les différences matérielles. Or, les différences matérielles d'une communauté humaine et d'une autre ne font pas nécessairement la valeur des gens. Il y a des gens qui ont étudié les œuvres de Diop, les œuvres d'Anténor Firmin, les œuvres de Obenga, de Dombi Fakoli, de tous ces penseurs africains, en tout cas, Kofi Gomez, Nusere Kalala Omotunde, de Bob Bassang. Il y a plusieurs penseurs, en tout cas plusieurs historiens, plusieurs théoriciens africains qui ont écrit, et les personnes qui se sont renseignées directement à la source ont eu une approche, en tout cas, très différente de ce que les autres, en tout cas, ont. Notamment les personnes que je suis en train de contre-argumenter dans cette vidéo.
Alors, pour être bref, la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Je vais vous demander, à vous tous qui regardez cette vidéo, de la partager au maximum pour que toutes ces personnes, en tout cas, qui ont ces idées caricaturales de ce que c'est que l'afrocentricité et ce besoin de réappropriation, en tout cas, et non de ce besoin de se forger une identité, comme l'auteur de la vidéo était en train de le dire, cette idée sectaire-là. Pour que toutes ces personnes voient la vidéo et en tout cas ce besoin, qu'ils ressentent ce besoin d'aller se documenter à la source et non pas de se documenter dans les contre-arguments, dans les contre-arguments. La meilleure manière d'étudier une théorie, c'est de lire le théoricien lui-même, de lire Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, je suis certain que beaucoup de gens qui parlent de l'afrocentrisme, qui contredisent l'afrocentrisme, n'ont jamais lu Cheikh Anta Diop. La plupart, en tout cas, je suis certain. La plupart de ces gens-là n'ont jamais lu Cheikh Anta Diop, n'ont jamais lu Obenga, n'ont jamais lu Omotunde, n'ont jamais lu Bassong, n'ont jamais lu Kofi Gomez, n'ont jamais lu toutes ces personnes, ces grandes personnalités qui ont parlé de, voilà, de toutes ces théories, de toutes ces... Ce ne sont même pas des théories en fait, c'est parce qu'elles ont été prouvées. Donc quand c'est prouvé, ce ne sont plus des théories mais des évidences. Donc toutes ces personnes qui se sont renseignées sur l'afrocentrisme et qui ne se sont pas renseignées à la source, en tout cas ne peuvent avoir que des idées complètement biaisées, des idées complètement tordues de ce que c'est que ces idées en question. Donc voilà, partagez au maximum cette vidéo, si elle peut même être vue par l'auteur de la vidéo, même que je suis en train de contre-argumenter, ça me ferait énormément plaisir. Donc partagez s'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo. Et en fait, on est déjà plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Merci en tout cas à vous, merci les abonnés, merci à toutes les personnes qui regardent cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir, ça me va droit au cœur. Et grâce à vous, avec vous, nous irons encore plus loin. Nous allons faire exploser les records. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt et continuez à vous abonner. Ciao!